Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je parle de L'Ensorceleuse de Pointe-Lévis, le tome 1 de la trilogie Le Crépuscule des Arcanes par Sébastien Chartrand, un auteur québécois. C'est paru en 2013 aux éditions À lire. C'est un roman fantastique historique gagnant du prix Aurora Boréale 2014. Ça se déroule dans le milieu du 19e siècle au Bas-Canada. On va suivre Faustin, qui est un bedeau qui vit au presbytère avec son oncle, le curé du village de Notre-Dame-des-Tempérances. Ce que les villageois ne savent pas, c'est que non seulement le curé est athée, mais c'est aussi un arcaniste. Donc, il pratique la magie. Et la magie a été oubliée il y a très longtemps et c'est maintenant gardé secret. Le commun des mortels va en entendre parler seulement dans les légendes que les conteurs racontent dans les veillées. L'histoire va débuter avec un vol au magasin général qui sert aussi de bureau de poste. Le cadenas du coffre-fort a complètement fondu et une lettre a été volée. Seulement une lettre, rien d'autre. Le curé suspecte que la manière que le cadenas a fondu, ça peut juste être un élément magique qui a fait ça. Il va faire une séance divinatoire et dès qu'il va se réveiller, il va demander à Faustin et au vicaire de courir aller chercher la fille du maire. Aussitôt arrivés, ils apprennent qu'elle a été enlevée par un mystérieux étranger. Là, il va y avoir divers événements qui vont se produire, je ne peux pas tout vous dire, et Faustin va devoir aller au mont à l'oiseau. Là où les hommes qui s'y aventurent n'y reviennent point, et les hommes qui y reviennent n'y retournent jamais. Guidé par un bûcheron, Faustin va être accompagné du vicaire et de Charaoui, une Amérindienne qui peut se transformer en Arfan des Neiges. La première partie est une quête où on va suivre les personnages dans leurs aventures qui vont rencontrer des créatures mystiques du folklore québécois et amérindien, tandis que la deuxième partie, on est plus en mode enquête et on va en apprendre plus sur les origines des différents groupes qui pratiquaient la magie il y a très longtemps. L'auteur spécifie que l'histoire n'est pas dans un Québec alternatif, mais dans notre monde, quand la magie était une science qui n'avait pas encore été oubliée. Les arcanes, c'est une science qui est basée sur la géométrie et la résonance des ondes sonores. Quand il va y avoir des séances de magie, ils vont faire des tracés de symboles très précis en utilisant des équerres, des rapporteurs d'angles, des règles, etc. Un petit kit de géométrie. Le système de magie est bien construit, il y a des conséquences à pratiquer les arcanes. Si on fait une erreur dans un tracé, ça peut être fatal. L'utilisation de la magie va aspirer l'énergie vitale, donc une personne qui la pratique peut perdre une minute, une journée ou même des années de longévité. Il y a des limitations pour certains sorts, comme pour la téléportation, il y a une limite de distance. Donc, ça fait en sorte qu'on peut expliquer pourquoi un sort n'a pas été utilisé. Comme, pourquoi il ne s'est pas juste téléporté au mont à l'oiseau? Parce que c'était beaucoup trop loin. Les personnes qui peuvent se transformer en animaux, s'ils le font trop souvent, ils peuvent garder certaines caractéristiques de cet animal. Par exemple, Shaori, l'amérindienne, elle a les yeux fixes. Donc, il faut qu'elle se tourne le cou pour diriger son regard comme un Arfan des Neiges. Ce livre est une mine d'or pour le folklore québécois avec une touche de folklore amérindienne. On voit vraiment que l'auteur a fait beaucoup de recherches. Il va avoir un sort de la chasse-galerie, on va rencontrer des créatures mystiques comme des loups-garous, feux-follets, des wendigos. Il va aussi avoir des personnages historiques un peu réinventés. Pour en nommer juste quelques-uns, il y a la Corriveau qui avait été accusée du meurtre de ses deux maris. Il y a Joseph Légaré, qui est un peintre qui a immortalisé des catastrophes au Québec, dont l'incendie criminel du Parlement de Montréal. Il y a Gamache, qui était surnommé le sorcier de l'île d'Anticosti.
On va aussi voir des personnages de contes traditionnels et l'auteur a consulté des conteurs pour en apprendre plus. Je vous recommande vraiment d'aller voir les notes de l'auteur à la fin de l'ouvrage, c'est très intéressant. Les descriptions sont immersives, l'auteur utilise les 5 sens, il fait des comparaisons pour nous aider à mieux nous représenter ce qui pourrait être vague. Par exemple, le cri résonna une seconde fois, grinçant comme un clou rouillé sur une ardoise. Il aurait pu dire que c'est un cri aigu et éreintant, mais le fait qu'ils disent que ça ressemble à un clou rouillé sur une ardoise, j'ai une idée un peu plus précise. Parce que j'ai déjà entendu, peut-être pas un clou rouillé, mais des ongles sur une ardoise, ça doit à peu près ressembler à ça, donc c'est plus clair dans ma tête. Et il n'a pas juste utilisé un clou sur une ardoise, mais un clou rouillé, ce qui rajoute à l'atmosphère. Les descriptions de l'environnement, c'est pas juste une liste ennuyante d'éléments du paysage. L'auteur nous fait voir que l'environnement n'est pas statique, il est en mouvement. Donc, les personnages vont croiser des gens et des animaux qui ont leur propre occupation et l'auteur va utiliser ça pour décrire l'environnement. J'avais vraiment un film dans ma tête tellement c'était bien fait. L'utilisation du langage familier dans les dialogues est bien dosée, il y en a juste assez pour l'immersion. Une personne, par contre, qui n'est pas familier avec le québécois pourrait avoir la difficulté à comprendre. Il y a nos contractions, c'est pour je sais, c'est ma fille à cette heure, pour c'est ma fille à cette heure. Il y a notre fameux tu qui sort de nulle part. C'est-tu pas effrayant, déplora la mère Belle-Île pour n'est-ce pas effrayant? Et il y a des déformations comme c'est l'Iobe en personne pour c'est le diable en personne. Il y a aussi le langage Mi'kmaq, une langue amérindienne, et ça fait plus réaliste que Shaori, une amérindienne, ne parle pas seulement en français, surtout que, elle aime pas tant les Blancs que ça. Les événements s'enchaînent dès le début, on rentre vite dans l'histoire, le rythme est bon, l'auteur va utiliser des phrases courtes quand il veut nous montrer l'urgence d'une situation, donc ça fait très cinématographique. Par exemple, je vous mets dans le contexte, on sait que les personnes qui utilisent la magie perdent de la longévité. Donc, quand que le curé va se réveiller d'une séance de magie, voici le dialogue. Combien? Calmez-vous, maître. Combien? Peut-être 2 ans. Donc ici, on ne s'embarrasse pas d'incises. Les incises, c'est le dit-il, cria le personnage A. Donc, on les enlève, comme ça, c'est rapide. On peut lire à la vitesse que la personne l'aurait dit dans la réalité. Donc, ça montre justement qu'il y a une urgence. Les transitions sont efficaces. Par exemple, puisqu'on sait déjà que la magie requiert des symboles et des calculs précis, l'auteur peut se permettre de commencer avec le dialogue suivant et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. 36,2 degrés, 2 pieds et 3 pouces, 1/8 fort. Lisait le vicaire dans le petit ouvrage qu'il gardait toujours sur lui et que tous prenaient pour un bréviaire. Donc, on est tout de suite dans l'action, pas de description et de narration, ça nous montre qu'il y avait une urgence d'agir. Pour les retours en arrière, l'auteur va parfois utiliser un procédé de... Il y a un personnage qui a des visions. Ça fait en sorte que l'auteur peut nous montrer et nous faire ressentir ce qui s'est passé dans le passé pour un personnage, au lieu de seulement nous faire raconter par un autre personnage, se faire raconter des choses, surtout des longues scènes, c'est assez ennuyeux, donc pouvoir le montrer à travers les visions, j'ai trouvé ça génial. Malgré tous les points positifs, je ressentais pas cette petite flamme, cette petite hâte de retourner dans ma lecture. Et je pense parce que j'ai pas réussi à m'attacher au protagoniste Faustin. Sa personnalité était pas vraiment marquante. C'était pas un aventurier, il connaissait juste les rudiments en magie, donc souvent j'avais l'impression qu'il était plus en réaction aux événements.
Il y a 2 points qui auraient dû me le rendre plus intéressant, mais ça n'a pas suffi à compenser sa personnalité. Le premier point, c'est qu'il y avait l'outrevision, qui est le pouvoir de détecter les objets magiques. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait un mystère qui entourait les conséquences que la magie avait sur lui. Par contre, il y a un personnage qui est arrivé à plus de la moitié du livre qui m'intéressait. Et c'est assez rare qu'un personnage qui arrive tard m'intéresse. Elle était intrigante et ses émotions étaient bien décrites à travers son vécu, ce qui la rendait plus riche comme personnage. D'ailleurs, si le personnage ne m'aurait pas intéressé, j'aurais critiqué la fin, mais je vous en dirai pas plus pour ne pas divulgacher. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention de lire cette trilogie ou si vous l'avez déjà lue. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.